Le méga dilatoire, c'est le titre du journal sénégalais Le Quotidien, qui a récemment révélé l'interception par la douane sénégalaise d'un montant équivalent en dollars et en euros de 4 milliards de francs CFA, montant qui appartiendrait selon le journal au président Alpha Condé. Quelques jours après, le RPG Arc-en-Ciel décide de mettre les pendules à l'heure. Le RPG Arc-en-Ciel tient à exprimer toute son indignation vis-à-vis de l'organe de presse sénégalais dénommé Le Quotidien, qui avait tenté, sans y parvenir, en violation flagrante de toutes les règles éthiques et en contradiction totale avec la déontologie de cette noble profession qu'est le journalisme, a souillé l'honneur et terni l'image de marque du président professeur Alpha Condé. Les propos mensongers et saugrenu, l'attribuant le transfèrement des billets de banque interceptés par la douane sénégalaise se sont d'ailleurs vite brisés en volant en éclats devant la dureté de la réalité et la véracité des faits. Dans la même déclaration, le parti au pouvoir n'avale pas cette autre couleuvre. L'information selon laquelle le président Alpha Condé a été admis dans une clinique lors de sa visite privée à Tunis. L'entretien de folles rumeurs faisant croire non seulement à la forte dégradation de l'état de santé physique de notre cher président de la République et insidieusement sa disparition. Quelle grossièreté de notre parti, ces individus déjà suffisamment connus pour leur velléité véritable et éternelle âme damnée de la République, qui, de par leur malveillance, demeureront à jamais dans les ténèbres. Le parti au pouvoir dénonce les folles rumeurs, rassure le peuple de Guinée de la bonne santé physique du président de la République. Selon le RPG Arc-en-Ciel, Alpha Condé se porte comme un charme. Et puis en bref, s'agissant du chef de l'État, il a regagné Conakry dans la nuit du dimanche à lundi. Professeur Alpha Condé a effectué une marche en début de semaine dans le centre-ville, Kolia, Mafanko, Donka, Kamayenne, en passant par le pont 8 novembre, une sortie inopinée pour rassurer les populations sur sa bonne santé, contrairement aux folles rumeurs qui faisaient état de son décès. Dans le cadre du renforcement des capacités des membres de la CENI et leurs assistants en vue de la gestion correcte et efficiente des activités de leur opération, l'instance électorale a procédé mardi au lancement officiel d'une session axée sur la gestion des résultats à Conakry. Les travaux de cette session de formation ont été consacrés au concept et aux outils clés de la gestion pour l'amélioration des activités de la CENI. Aboubakar Sidiki Mani. Ils sont au total 25 participants qui, durant une semaine, vont bénéficier des connaissances nécessaires pour une bonne intégration de la gestion axée sur les résultats dans les pratiques managériales. La Commission électorale nationale indépendante entend, à travers cette session de formation, améliorer les connaissances des différents membres de l'institution à la base. Le bureau a décidé d'organiser cette formation GAR pour favoriser une meilleure gestion des ressources. Ce qui pourrait, à n'en point douter, améliorer la qualité de la communication entre les commissaires d'une part et d'autre part entre les commissaires, les assistants et les démembrements. La CENI, qui compte organiser les élections locales et communautaires d'ici fin 2014, préconise la correction de toutes les anomalies. Ces points focaux et leurs suppléants des départements et directions de la Commission électorale nationale indépendante auront à l'issue de cette formation plusieurs missions, dont assurer la liaison interacteurs, notamment au point d'interface en vue de la meilleure circulation possible de l'information le long de la chaîne de collaboration.
assurer une assistance technique de premier niveau au sein de leurs structures respectives en ce qui a trait à l'exploitation de la solution informatisée de GAR déployée. Des thématiques comme la maîtrise des concepts de base pour la bonne marche des futures échéances électorales seront entre autres des points qui seront débattus. Nous allons voir toutes les fonctions classiques d'organisation, la planification, le contrôle, le suivi, l'évaluation, de maîtriser les concepts, les principes, les outils et les systèmes de la gestion assise sur les résultats, notamment un système informatisé que nous allons mettre sur pied de gestion assise sur les résultats, et ils en seront experts à l'issue de cette formation de 3 jours. Cette session de formation des points focaux, des commissaires et autres assistants se déroulera en 2 phases. Elle permettra à l'instance électorale d'aller le plus rapidement pour la tenue des élections locales et communautaires avant la présidentielle de 2015. L'information, c'est aussi la journée du 1er septembre 2014 qui avait été observée comme une journée sans commerce, comme cela avait été annoncé dans une déclaration rendue publique par le GOA, une décision qui vise à appuyer le collectif des commerçants victimes de pillage qui réclament 46 milliards à l'État à titre de dommages. À Medina, la mesure avait été respectée, boutiques et magasins sont restés fermés. Certains commerçants rencontrés sur les lieux ce jour ont tous parlé de mesures humanitaires. Abdelrahman Ba. Medina a enregistré du monde ce lundi, journée sans commerce. Un monde qui a respecté la mesure demandée par le collectif des commerçants victimes de pillage et appuyé par le GOA. Les centres de commerce et boutiques étaient fermés. Les commerçants réunis en petits groupes devant leur lieu de travail disent que leur présence vise à garder un œil sur leurs biens. Ici, c'est ma place pour veiller ici, suivre la chose. Au marché Balia dans Medina, l'administration affirme avoir tout préparé pour déjouer cette journée. Nous, en tant que premier responsable de commerçants au marché Medina, moi je n'étais pas informé. J'ai appris ça selon ce qu'ils ont dit. Moi aussi, comme si j'ai appris ça, je ne connais pas le président du Goa, je ne connais pas Goa, Goa ne me connaît pas. Ils ne sont pas venus ici, personne ne m'a informé. On ne m'a pas déposé la note ni rien. J'ai convoqué tous les secteurs d'informer tous les commerçants de marché Medina Balia de venir aujourd'hui vendre et ouvrir toutes les portes. Pourtant, rien ne prouve que ces allégations de l'administration du marché aient été acceptées. À l'image des autres centres, les boutiques étaient également fermées en Balia. Les propriétaires des boutiques déplorent l'insécurité qu'ils subissent et se demandent quand l'État va-t-il assurer leur protection. Les boutiques sont pillées et volées les nuits. Cependant, nous payons les taxes et les dédouanements. Donc, l'État au retour doit nous protéger. À mi-parcours de cette journée, le représentant du GOA à Medina est venu constater le respect du mot d'ordre de fermeture du marché. Il le qualifie de réussi. Ce qui concerne le bilan, vous constatez avec moi que les marchés au pluriel, parce que de Mamou à Tindia et à Conakry, où vous voyez la véracité, a été respecté à 85% pour l'instant, parce que je n'ai pas fini de faire le constat, en dehors des étalages qui exposent devant les magasins fermés. Cette journée sans commerce est une suite de plusieurs requêtes sans succès du collectif des commerçants victimes de pillage politique à l'État et réclame une indemnité de 46 milliards de francs guinéens. Il faut dire que cette journée sans commerce n'avait pas été observée dans certains endroits. Le mot d'ordre du collectif des commerçants victimes de pillage lors des manifestations politiques avait tout de même eu des répercussions sur certaines activités, notamment dans la banlieue de Conakry. La ville était semi-déserte par endroits ce lundi 1er septembre. Illustration ici au rond-point Andalay où peu de boutiques ont ouvert leurs portes. Des boutiques quasiment vides qui ne connaissent d'ailleurs pas d'affluence des clients. Conséquence de la journée sans commerce en Guinée. Il en est de même pour plusieurs autres secteurs d'activité. La ville est paralysée. Je suis garé ici, il n'y a pas de clients. Si Medina ne travaille pas, il y a des répercussions sur nos activités.
vraiment, Ça ne travaille pas aujourd'hui. Le lundi, j'ai l'habitude d'avoir beaucoup de clients. Ce matin, seulement 2 personnes. Il n'y a vraiment rien. La journée sans commerce en Guinée a été organisée par le collectif des commerçants victimes des pillages de 2012 et 2013. Même si elle n'a pas été observée par tous les commerçants, ses répercussions sont signalées sur plusieurs secteurs d'activité dans la banlieue. Autre registre de l'actualité, les clients de la Badam étaient encore dans la rue cette semaine. Ils ont tenté sans succès de rencontrer le président de la République. Les manifestants réclament le paiement des 36 milliards de francs guinéens, un montant qu'ils ont déposé à la Banque africaine de développement agricole et minier en faillite depuis 3 ans. Au cours de la grogne, un journaliste avait été molesté par un gendarme devant le palais Sékou-Touré. Félix Lavougui nous en dit plus. Les clients de la Banque africaine de développement agricole et minier ont encore battu le pavé. Ils réclament le paiement des 36 milliards de francs guinéens aux responsables de la Badam, une banque en faillite depuis 3 ans. La colère s'est transformée en réfuflé sur l'avenue de la République entre policiers, gendarmes et manifestants, lesquels ont brisé le cordon sécuritaire mais ont été empêchés de franchir la ligne rouge du palais présidentiel. Sur place, les clients de la Badam ne décolèrent pas. Monsieur le Président, il y a plus de 36 milliards de francs guinéens qui sont perdus des radars, ou des terroristes économiques, des délinquants financiers, des apatrides. Nous ont mangé l'argent, ou cette banque ne fonctionne pas. Monsieur le Président, nous avons été empêchés d'accéder à la présidence. En mani militari, nous avons été frappés, nous avons été blessés, nous avons été menacés de tirer sur nous. Les autres manifestants enfoncent le clou. Je suis handicapé. Des gens comme moi m'ont dit dans la rue. J'avais 2 tracteurs, je suis agriculteur, tout le monde m'a vu. Mais aujourd'hui, je n'arrive plus à trouver même ma nourriture. 183 millions. Nous avons les 14 milliards, plan africain. Quel que soit, nous voulons notre argent même à la mort. Un dispositif sécurité a été déployé devant la présidence. Un journaliste a essuyé la colère des forces de sécurité. J'étais en train de couvrir la manifestation des victimes de la Badam, quand un agent chargé de sécuriser le président de la République, parce que c'est comme ça, moi je peux le dire, s'il est ici, il est venu, il m'a demandé de quitter. J'ai dit, mais écoutez, nous sommes là avec ces manifestants, je suis là pour la couverture de cet événement. Il m'a dit, non, quittez ici. Après, rapidement, il me chiffre. J'ai dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Il reprend encore la même chose, il me chiffre. Arrêté nez à nez. Pendant plusieurs heures, les manifestants ont tenté sans succès d'accéder au palais présidentiel. Ils comptent intensifier les manifestations des rues jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Dans cette rétrospective également, les membres du projet FRIA Relève-toi lance un appel à la mobilisation de 100 000 cahiers et autres fournitures scolaires d'ici le 20 septembre. C'est pour venir en aide à près de 8 000 élèves de la ville de FRIA depuis l'arrêt des travaux de l'usine Fergia. Ces élèves sont menacés de déscolarisation si rien n'est fait d'ici l'ouverture. Outre l'éducation, plusieurs autres secteurs sont aussi menacés. Maniacoli. L'urgence se pose à tous les niveaux à FRIA. La santé de la population est menacée, faute de moyens ou encore de médicaments dans les hôpitaux. Dans des familles, ce sont des employés désespérés qui meurent tous les jours. Et cela à cause de l'arrêt de la société russale où chaque famille avait au moins un pilier qui y travaillait. L'urgence aujourd'hui à FRIA, ce sont encore les élèves. Près de 8 000 d'entre eux sont menacés de déscolarisation si rien n'est fait d'ici l'ouverture. C'est d'ailleurs le cheval de bataille des membres du projet FRIA Relève-toi. Il lance un appel à tout le monde pour la mobilisation de 100 000 cahiers et des fournitures scolaires d'ici le 20 septembre. Maintenant là, on fait ce projet parce qu'il est imminent. Il faut une solution curative maintenant là, sinon les femmes ne vont pas bien accoucher à l'hôpital, les enfants n'iront pas à l'école et FRIA va se mourir. Les gens ont tendance à oublier qu'il y a une ville qui se meurt. Depuis un moment, on n'en parle plus, FRIA n'est plus dans l'actualité. Et on se dit que si on ne venait pas en aide pour remettre cet état-là dans l'actualité,
c'est des fils de la Guinée qui sont en train de mourir. Il faut savoir que les statistiques prouvent que depuis 2 ans, il y a près de 70 travailleurs de FRIA qui sont déjà morts. La Guinée a perdu face à Russell dans le jugement qui les opposait suite à l'arrêt des travaux de la société d'alumine Frigia. La nouvelle choque à plus d'un titre les habitants de la localité. En attendant que des solutions diplomatiques ne soient trouvées, les enfants de FRIA, à travers le projet FRIA Relève-toi, comptent mettre les pieds sur le levier. L'heure n'est plus à la diplomatie. D'aucuns peuvent croire qu'il faut avoir une stratégie pour aboutir à la solution pour FRIA. Mais nous, on ne peut plus. Parce que nous, à FRIA, nous avons nos mères, à FRIA, nous avons nos sœurs qui ne peuvent plus avoir de médicaments quand elles vont à l'hôpital pour y accoucher. À FRIA, nous avons nos petits frères qui ne vont plus à l'école parce que les parents n'ont plus de moyens. La solution pour nous, c'est que tous les enfants de FRIA se lèvent pour qu'on se batte positivement et certainement l'autorité nous trouvera en route. Que d'urgence se pose à ce jour à FRIA? Santé, éducation, emploi, économie, bref, tous les secteurs. SOS donc pour les habitants de la localité. Un reportage signé Manian Kondi, la problématique du riz, objet d'une rencontre en milieu de semaine entre les producteurs de riz et le ministère de l'Agriculture, une concertation pour trouver des approches permettant entre autres de booster la production locale en qualité et en quantité afin de réduire l'importation du riz et favoriser la commercialisation et la transformation sur place de la production locale. Après plus de 50 ans d'indépendance, la Guinée continue d'importer et de subventionner du riz malgré son potentiel en hommes, en eau et en terres cultivables. À la date du 4 septembre 2014, plus de 150 tonnes ont été importées. Du riz vendu moins cher sur le marché et qui ravit la vedette à la production locale, d'où la nécessité de la mise en place d'une politique agricole adéquate afin de mieux accompagner les paysans et répondre ainsi à la demande sans cesse croissante en riz. Cette rencontre a donc permis de décortiquer les multiples problèmes qui freinent le développement agricole du pays. La Guinée, c'est un potentiel agricole de près de 6 millions d'hectares, dont 364 000 sont aménageables et aujourd'hui, moins de 5% le sont. Aménager signifie avoir de l'eau à sa disposition. Il faut des apports d'engrais, il faut des techniques culturelles, il faut également des machines pour la consommation de ce que vous avez produit. Pourquoi aujourd'hui la Guinée, avec tout son potentiel rizicole, n'arrive pas à stopper l'importation du riz? Après 4 années d'appui gouvernemental au niveau des intrants, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois qu'il était temps de s'asseoir autour de la table et d'évoquer les contraintes à lever et pourquoi la Guinée aujourd'hui continue à importer 300 000 tonnes, 400 000 tonnes, voire 500 000 tonnes de riz. L'État n'accorde que 4% de son budget au secteur agricole, d'où souvent le problème de mobilisation de ressources financières, la faible consommation des intrants, la divagation des animaux et des différents insectes qui infectent les plants sont aussi autant de handicaps, des épines qui peuvent être surmontées à travers entre autres l'aménagement des plaines, l'augmentation des infrastructures de stockage, la transformation locale du riz et la facilitation de la commercialisation. Je veux demander aux autorités compétentes de faire même de l'usine qui décortique les riz padis à riz net. Parce que la Guinée produit aujourd'hui beaucoup de riz, je sais. Les riz padis sont stockés dans nos magasins. On n'a pas de marché. Il faut travailler à améliorer la qualité du riz local pour qu'à qualité égale, le gouvernement mette en place des politiques de taxation des importations agricoles pour que nous puissions transférer la préférence de l'importation à la production. Cette fois-ci, nous demandons de créer des centrales d'achat ou de rizeries pour collecter nos productions. Dans la dynamique de réduction de l'importation de riz, d'aucuns pensent aussi qu'il est nécessaire de sceller un partenariat
entre les différents intervenants de la chaîne de production jusqu'à la vente. Il s'agit aussi de mettre en place des stratégies pour inverser l'impact négatif causé par le virus Ebola, notamment en forêt, grenier du pays. Autre fait marquant de la semaine, le président de la République a rencontré lundi les responsables des structures sanitaires du pays au CHU de Linka. L'objectif de cet entretien consistait à procéder au renforcement des mesures prises dans le but de lutter efficacement contre l'épidémie du virus Ebola en Guinée. Marie-Chela Fofana. Avec 690 personnes infectées et 460 cas de décès depuis son apparition en mars dernier, l'épidémie du virus Ebola est la plus grave que la Guinée ait connue. Dans le souci du renforcement des mesures prises afin de lutter efficacement contre le virus Ebola en Guinée, le chef de l'État a rencontré les responsables des structures sanitaires du pays. Ces médecins ont expliqué leur méthode de travail. Pour ce qui nous concerne, nous travaillons essentiellement sur 3 axes. Le premier axe concerne la prévention de l'infection. Le deuxième porte sur la prise en charge des cas dans les centres de traitement et les centres de transit. Et le troisième axe de travail concerne le transport sécurisé et l'enterrement sécurisé des corps. Conscient du danger que représente cette épidémie dans la sous-région, le professeur Alpha Condé a appelé les médecins à plus de professionnalisme, ce dans le but d'éradiquer le virus Ebola qui a déjà tué 45 médecins guinéens. Le problème, c'est qu'il faut qu'on soit un corps médical. Il faut protéger tout. On nous a donné le matériel. Vous, les médecins, vous êtes très négligents. Il y a combien de médecins qui sont morts? Même si quelqu'un a mal à la tête, tant qu'on n'a pas fini le combat de Ebola, vous devez vous protéger. Si on n'avait pas, vous avez le matériel. C'est extrêmement grave, cette situation-là. Parce qu'on va être isolé complètement. Les gens nous laissent employer du chantier à leur faire des individus pour aller voir ça. Si ça continue, ça va être comme un freedom. Non seulement on doit se battre pour nous, on doit nous battre pour freedom et Guinée. Parce que s'il reste un seul cas de Ebola au Guinée en Sahel, on n'est pas sorti. Il faut s'asseoir dans les 3 pays. Pour le moment, ils n'ont pas les moyens. Non seulement on doit se battre en Guinée, mais on doit se battre au Guinée en Sahel. Vous avez commencé à réussir, vous avez baissé les bras, vous avez été négligent, et on est reparti. Dans les prochains jours, le président de la République compte rencontrer tous les corps médicaux du pays. Objectif, discuter des voies et moyens pour bouter hors de la sous-région le virus Ebola. Que fait alors le comité interministériel de riposte à Ebola mis en place par le gouvernement quand l'épidémie continue de se propager de la pire manière dans le pays? Certains citoyens sollicitent l'audit et la poursuite de ce comité qui a reçu plusieurs centaines de millions de francs guinéens pour lutter contre cette maladie. Mais Marcina. Mis en place pour efficacement lutter contre le virus Ebola, le comité interministériel de riposte à Ebola n'a pas de bonne image aujourd'hui sur les populations. Dans les rues et dans les quartiers, les commentaires vont bon train sur la gestion de ce comité qui pour certains doit être audité parce que le virus continue à tuer des centaines de personnes dans le pays. Au vu des résultats que nous avons sur le terrain, nous allons dire que ce comité ne joue pas vraiment son rôle. Avant son installation, on était à 100 et quelques morts, mais aujourd'hui nous nous retrouvons à 400 morts. Donc nous demandons à ce que ce comité soit dissous et qu'il soit audité et voire même poursuivi de façon judiciaire. Par contre, d'autres citoyens pensent que le travail de ce comité a minimisé bien le dégât de l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. Le comité travaille intensement. N'était sa communication, n'était son implication personnelle, citoyenne, nous ne pouvons pas parler aujourd'hui d'une façon maîtrisable de cette maladie. À la déclaration de l'épidémie Ebola en Guinée, la mobilisation a été totale pour la vaincre. Les sociétés, institutions nationales et internationales installées dans le pays ont toutes débloqué des centaines de millions pour assister le comité de riposte. D'où sont-ils passés alors ces montants quand l'épidémie continue de se propager de la pire manière dans
dans le pays. Le ministre porte-parole du gouvernement parle de la mise en place d'une commission comptable pour les rapports détaillés sur l'utilisation de ces fonds. Toutes les contributions que vous entendez ne viennent pas forcément à la commission. Elles sont très souvent dirigées directement vers nos partenaires, Médecins sans frontières, l'OMS, l'UNICEF ou d'autres organismes. Donc le temps de faire la décantation entre ce qui est venu directement dans les caisses de l'État, pour parler clairement, et ceux qui passent par nos partenaires au développement, il y a une très grande marge. Maintenant, je crois qu'il y a une commission comptable. Tous les fonds qui sont reçus sont soumis aux règles de la comptabilité publique, et donc très bientôt vous aurez un rapport détaillé et complet de l'utilisation de ces fonds-là. Ebola virus sans frontières a tué depuis son apparition 460 personnes sur 690 cas enregistrés en Guinée et continue à décimer les blouses blanches. Le nouveau plan de riposte accéléré en Guinée implique les religieux et les forces de défense et de sécurité pour venir à bout la fièvre hémorragique Ebola. Et comme le dit l'autre, on n'a jamais arrêté une épidémie en la mettant sous silence. Santé toujours, le conseil de quartier de Taouya s'active dans la lutte contre le virus Ebola. Il a initié récemment une séance de sensibilisation et d'information de sa population sur les mesures préventives de la maladie d'Ebola. C'était à travers une rencontre qui a réuni jeunes, vieux et femmes du quartier à la maison des jeunes de Taouya. Abdurrahman, reportage. Il fallait obligatoirement se désinfecter les mains avec de l'eau chlorée avant d'accéder à la salle. Dedans, un public de tout âge confondu à l'écoute d'un exposé sur la fièvre Ebola. L'exercice initié par le conseil du quartier consiste à informer la population, notamment sur les mesures de prévention de l'épidémie d'Ebola. Mon intervention, comme je l'ai dit ici, c'est d'abord leur expliquer la maladie. Deuxièmement, leur expliquer comment on peut attraper cette maladie, comment on peut prévenir cette maladie et les mesures à adopter pendant cette période d'épidémie. Notre quartier est un quartier central. Nous avons le marché, nous avons les écoles, nous avons beaucoup de choses à Taouya. Pour que chaque famille soit alertée, nous avons jugé nécessaire d'appeler une mission pour venir les sensibiliser aux frères du quartier. Docteur Zakaria Kamara est le coordonnateur de la réponse à Ebola. Il a été invité par le quartier pour lever toutes les zones d'ombre sur cette épidémie. Mais ce spécialiste a le sentiment que cette population n'est pas suffisamment préparée contre le virus. Oui, j'ai appris beaucoup de choses, parce que jusqu'à présent il y a des inquiétudes par rapport à l'existence même de cette maladie dans notre pays. Donc des gens sont un peu sceptiques, et puis il y a des mesures d'hygiène qui manquent actuellement à nos populations. Les participants, eux, se réjouissent des notions acquises. Nous, les femmes, ça nous regarde en première position. On doit toujours laver nos mains, inviter les enfants à laver les mains, matin et soir, avant de manger, après les toilettes, même avant de préparer, on prend les condiments, on les lave avec les sur eau. Côté perspective, le conseil du quartier de Taouya annonce d'autres séances de sensibilisation sur le virus Ebola dans tous les secteurs de leur quartier. Les États-Unis veulent s'investir davantage dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Dans un discours, le président Barack Obama a renouvelé le soutien du peuple américain pour vaincre cette épidémie et par la même occasion rassurer les pays touchés qu'ensemble des vies humaines pourraient être sauvées. Sarah Camara. L'épidémie d'Ebola continue de faire des victimes en Afrique de l'Ouest. Pour contrecarrer ce virus, le président Barack Obama se montre solidaire aux pays infectés. À vous, le peuple d'Afrique de l'Ouest, notamment au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée et au Nigeria. Au nom du peuple américain, je veux que vous sachiez que nos prières accompagnent ceux qui perdent des êtres chers lors de cette terrible épidémie d'Ebola. En collaboration avec nos partenaires à travers le monde, les États-Unis travaillent avec le gouvernement pour contribuer à stopper cette maladie. La fièvre hémorragique Ebola ne se transmet pas par voie aérienne ou lors de contacts ordinaires. Le mode de transmission le plus courant est le contact direct avec les fluides corporels d'une personne infectée ou qui en est décédée. Stopper cette maladie ne sera pas facile.
Mais nous savons comment le faire. Vous n'êtes pas seuls. Ensemble, nous pouvons soigner ceux qui sont malades dans le respect et la dignité. Nous pouvons sauver des vies et nos pays peuvent travailler ensemble pour améliorer la santé publique afin que ce genre de flambée ne se reproduise plus. Dans cette tâche, Vous servir est notre mission et ces nouvelles séries vous rapprocheront davantage de votre